Quand on parle de santé mentale, on va parler d'une faille qui est difficile à montrer. Ça traduit quand même une forme de vulnérabilité qui n'est pas toujours possible d'accepter pour continuer à exister, à se construire dans le regard de l'autre. Le Déclic, une émission proposée par A2N où on invite des gens comme vous et moi, des gens de tout horizon, pour parler de sujets de société tout en développant nos habiletés de pensée. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Le Déclic, une émission proposée par A2N. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de dialoguer autour du sujet de l'estime de soi et de l'anxiété. On verra quel lien on peut faire, quelle définition on donnera, et tout ça grâce à des habiletés de pensée. On accueille aujourd'hui Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va. Alors, anxiété et estime de soi, quand tu as reçu justement le sujet, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai trouvé ça intéressant. Je me suis demandé, est-ce que l'anxiété a amené à une baisse de l'estime de soi ou est-ce que justement une haute estime de soi prévenait d'une anxiété ? Première chose qui m'est venue en tout cas quand on m'a proposé ce sujet. Il y a un lien de cause à effet entre les deux ? C'est très personnel, mais je pense qu'une estime de soi faible ou ébranlée peut amener à un état anxieux assez situationnel. Des situations où on est en permanence en échec ou en sentiment d'échec, où c'est ce que votre environnement vous renvoie, va amener une potentielle anxiété, même si finalement notre estime de soi a été bien construite, bien posée, bien amenée. Le manque d'estime de soi peut mener à l'anxiété, très souvent penser qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'y arrivera pas, quelle que soit la tâche, etc. Ça va créer de l'angoisse, ça va créer de l'anxiété. Moi, avec le sujet, je me suis posé la question, quand on me demande comment ça va, et de répondre oui, ça va, merci, super, assez facile et très parfois fausse. En fait, c'est devenu une fausse question et donc une fausse réponse. Pour toi, à partir de quand on peut dire que ça va ? Ça veut dire quoi, aller bien, au final ? Je pense qu'on a tous une échelle interne. Je pense qu'il y a certaines personnes qui se contentent de peu et puis d'autres qui ont une exigence peut-être assez énorme et qui courent après quelque chose qui n'est pas forcément toujours atteignable, d'après moi. Si je devais résumer pour moi, je dirais que c'est d'être en santé, tant sur le plan physique que psychologique. Si on revient sur le sujet, par exemple, de l'estime de soi, si on a l'impression que tout va bien et que la personne en face de soi, elle a tout ce qu'il faut et que dans le fond, elle se dévalorise et elle se déprécie, finalement, ça n'ira jamais bien. En fait, ce que tu dis, c'est que d'un côté, c'est individuel, personnel, c'est-à-dire que ce n'est pas une échelle universelle du fait d'aller bien. Ce qui fait que tu vas bien ne me suffira peut-être pas moi à aller bien, etc., selon nos valeurs, notre éducation, notre culture. Et la deuxième chose, si je comprends bien que tu dis, c'est que aller bien, c'est être en bonne santé autant physiquement que mentalement, c'est ça. Justement, la santé mentale, pour moi, c'était un peu le lien entre ces deux sujets d'estime de soi et d'anxiété. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mal à avouer, entre guillemets, à dire qu'elles se sentent pas bien, qu'elles se sentent mal, qu'elles sont en burn-out, qu'elles sont fatiguées, qu'elles n'en peuvent plus. C'est très compliqué à discuter de ça parce que là où on banalise, ou en tout cas on normalise le fait d'être en mauvaise santé physique, on n'a pas honte de dire qu'on a mal au coude, par exemple, ou qu'on a mal aux pieds, de dire qu'on va pas bien, qu'on est un peu triste depuis longtemps et que potentiellement, c'est de l'angoisse et de l'anxiété. Et je me disais, mais ça vient d'où cette peur, c'est de la faiblesse, cette peur de pas aller bien. Quand on parle de santé mentale, on va parler d'une faille qui est difficile à montrer. Ça traduit quand même une forme de vulnérabilité qui n'est pas toujours possible d'accepter pour continuer à exister, à se construire dans le regard de l'autre. Ah, je pense que c'est difficile d'accepter déjà pour soi. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous pensez de l'estime de soi, de cette anxiété, de cette santé mentale, parce que justement, c'est ce que Chloé disait, c'est que c'est tellement personnel que ici, nous, on n'est pas là du tout pour énoncer les vérités générales et dire voilà ce qu'est la santé mentale, c'est vraiment de creuser ce qu'on pense. L'exercice qu'on fait, il est plus de l'ordre de la réflexion. Et le sujet n'est qu'une excuse, en fait, pour réfléchir. Donc, n'hésitez pas aussi à réfléchir avec nous. Petite parenthèse, mais je reviens vers toi. Du coup, tu disais parfois, c'est difficile de l'accepter déjà soi. Pourquoi, du coup, on n'ose pas en parler ? Parce que pour en parler, il faut avoir les mots. Pour avoir les mots, il faut apprendre
Et je pense que c'est pas toujours évident de regarder un peu ce qui se passe, pourquoi ça se passe, est-ce que je suis en train de somatiser quelque chose. Et en fait, tout ça, finalement, j'ai l'impression que les générations qui arrivent, en tout cas je l'espère, sont un peu plus sensibilisées à ça. Moi, par exemple, dans mon éducation, où j'ai été élevée et éduquée en France par le système français, c'était très très rare. Enfin, ça n'existait pas de savoir comment je me sentais, ce qui se passait. Et aujourd'hui, je vois dans les écoles maternelles, on met des émotions par rapport à la météo. On apprend avec les Disney, avec juste Vice Versa, par exemple, qui est un super Disney et qui vient vraiment se dire, OK, il y a différentes émotions, ça se mélange, c'est pas toujours facile à identifier, mais je me pose, j'essaie de comprendre. Tout ça, j'ai l'impression que c'est assez nouveau. Et que ça fait un peu écho à cette santé mentale qui devient un peu plus vulgarisée, en fait, presque. À portée de main, sur laquelle on peut vraiment venir s'appuyer et s'approprier un peu les choses. Ça me fait revenir, je pense, 20 ans, 15 ans en arrière, vers les débuts de Facebook, où il y avait, tu sais, les groupes. Si toi aussi, quand je sais pas, il t'arrive ça. Et en fait, pour moi, c'était la découverte du sentiment de je suis pas toute seule à penser ça. C'est incroyable. Je pensais qu'il y avait que moi. Et je fais ce parallèle-là, cette analogie. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, justement, de mettre les mots sur ça, sur des choses invisibles de l'extérieur, ça donne aussi le courage d'en parler. Ça donne aussi la légitimité d'en parler parce que tu n'es plus seule. Pour toi, il y a une différence entre estime de soi et confiance en soi. Confiance en soi, ça rejoint, il me semble, la notion d'être capable de. Estime de soi, ça rejoint la notion de valeur qu'on se donne. La confiance en soi va construire l'estime de soi. Plus je suis capable, plus j'ai des feedbacks positifs, qu'ils soient de moi ou de l'autre, de l'extérieur, de mon environnement, plus ça va venir construire mon estime de soi. Et c'est pas toujours juste parce que moi, je sais faire quelque chose que je vais avoir une bonne estime de moi, mais ça va plutôt être je suis dans la cour de récréation et en fait je cours plus vite que tous les autres et ça je m'en rends compte et moi je suis capable de courir plus vite que tous les autres. Débarrasser ma table et mettre dans le lave-vaisselle, j'ai 4 ans, mes parents reconnaissent mon effort, ma capacité à, et moi j'ai l'impression que cette interaction là elle est quand même assez importante pour la construction de l'estime de soi. Elle peut être complètement infondée alors, cette estime de soi. Si tout le monde autour de toi te dit bravo, alors que tu ne sais rien faire, vraiment tu fais mal les choses, etc. Objectivement, tu peux avoir une estime de toi assez forte sans avoir les compétences. Et du coup, je pense qu'il y a toute une responsabilité aussi sur l'environnement. Alors, on a parlé d'enfants, mais même dans le monde professionnel, enfin partout, de savoir aussi l'importance de l'impact que tu peux avoir sur les gens qui t'entourent, autant positivement que négativement. On pense souvent à nous, même, enfin, et c'est normal de se dire, mais en fait, ça va m'impacter à long terme, etc. Je pense que ce serait vraiment cool. Vraiment, je ne sais pas d'autres mots, mais vraiment sympa de pouvoir vivre dans une société où chacun arrive à projeter l'autre. Sur quelque chose du plus long terme, tu sais, de pas se dire mais en fait la conséquence elle n'est que aujourd'hui, d'imaginer, voilà, d'essayer de réaliser la conséquence sur du long terme pour les personnes et de nos actions aussi, et pas seulement vis-à-vis de nous, vis-à-vis des gens aussi. Je pense qu'on serait vraiment dans une société plus saine. On pourrait presque parler de décentration sur le regard qu'on a sur l'autre. Sur ce dont tu parlais, l'ici et maintenant, et finalement, en fait, on sait qu'on est plus que ça et que les personnes évoluent et vont se construire par la suite. Après, je pense que c'est un engagement, à mon sens, envisageable assez facilement pour par exemple, des familles, des parents qui auraient envie de s'investir avec une relation à l'enfant. J'ai un petit peu de mal à imaginer les enfants entre eux avoir ce regard. Et je pense que c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme, mais effectivement qui devrait l'être. Voilà, tu l'as remarqué, on n'est pas dans un débat. Moi, ça m'est égal complètement de te convaincre. Et l'idée, c'est pas que tu me convainques non plus. C'est vraiment de mettre face à face nos idées, de voir ce qui tient pas, ce que tu vas m'apporter, et ce que je vais t'apporter, et ce qu'on va s'enlever aussi, l'une l'autre. Et ce que j'aime bien faire, c'est quand il y a
un peu consensus comme ça, quand je te dis, en fait, il faudrait qu'on fasse attention aux sentiments, aux conséquences de nos actes sur le long terme, sur la vie des gens. Enfin, oui, oui, effectivement. Et d'ailleurs, tu me dis, oui, effectivement, évidemment. Néanmoins, ce qui est dangereux, entre guillemets, avec ce genre de consensus-là, c'est que parfois, ils sont pas fondés. C'est-à-dire que parfois, c'est juste nos valeurs, nos principes qui nous font penser assez par réflexe que c'est juste, ça nous semble juste, mais on n'est pas sûr que la logique derrière tienne. Et j'aime bien, du coup, éprouver ces idées-là pour nous dire à quel point ça tient. Et aussi, on s'entoure un peu de personnes qui pensent grosso modo comme nous, qui partagent les mêmes valeurs. La plupart du temps, on n'a pas besoin d'argumenter ce qui nous semble juste. Ça semble juste à tout le monde. Et quand on se retrouve dans des situations, justement, où il faut argumenter pour expliquer son point de vue, ça en devient plus compliqué. Et bref, je me suis dit, mais essayons d'éprouver, justement, cette idée qu'il faudrait être plus conscient de l'impact de nos actes sur le long terme, sur la vie des autres. Pour ça, ce qu'on essaie de faire, c'est trouver, par exemple, des contre-exemples ou des arguments contre, même si on ne les pense pas, mais juste qui sont rationnels, logiques, et essayant de faire cet exercice ensemble, si tu veux bien, de se dire quelle serait une bonne raison de ne pas tenir compte de l'impact qu'on pourrait avoir sur la vie de l'autre à long terme. Je ne partage pas cet avis, mais je peux entendre que des personnes puissent penser ça, de dire mais en fait, moi, je vais pas prendre en compte l'impact que ça aura sur la vie de chacun sur le long terme. Déjà, je peux pas, en fait. Sinon, j'arrête. Parce que je disais, c'était un premier argument. Sinon, en fait, j'arrête de tout faire parce que impossible d'être spontané, je peux pas réfléchir à chaque action. Et en plus, je ne suis pas responsable de leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à m'arrêter à ce moment-là. Ils n'ont qu'à avoir la force mentale pour s'en sortir. Je ne vais pas être responsable. Quand tu parles un peu d'automnipotence, c'est en fait, on n'est pas tout puissant et on n'a pas le pouvoir d'eux. Et je trouve que c'est souvent ça qu'on retrouve parfois dans les personnalités anxieuses, où on a l'impression qu'elles ont le sentiment que tout ce qu'elles vont faire va avoir une conséquence, qu'on réfléchit à tout. Et ça m'interroge. Après, j'avais imaginé l'estime de soi comme des briques et qu'on l'a construit brique par brique par brique. Et je pense que se dire qu'une personne, elle n'a qu'à m'arrêter, elle n'a qu'à se construire en faisant un détour de ça. Je pense que dans 90% du temps, oui. Et on l'espère que cette personne, elle aura les ressources nécessaires et intériorisées pour contrer ça. Mais si on pouvait juste se dire « ne fais pas à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse », je pense que c'est pas si compliqué que ça, en fait. J'aime bien la métaphore que tu fais, qui est d'ailleurs une habileté de penser, la capacité à faire des métaphores, de l'estime de soi comme brique. En fait, la métaphore, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est que ça doit être solide en bas pour continuer à poser ces briques, sinon tout s'effondre. Ces briques-là, elles sont composées de quoi? En fait, l'estime de soi, c'est ce dont nous on parle, c'est souvent l'estime de soi générale. En fait, cette estime de soi générale, elle va se décomposer en différentes estimes de soi. Okay. Par exemple, on peut avoir des gens qui se sentent super à l'aise dans le monde du travail. Franchement, ils performent, ils sont bons, ils sont reconnus. Ces mêmes personnes-là vont être complètement bloquées sur une piste de danse. Mais alors, ils ont envie de se cacher, mais c'est pas possible pour eux. Ils ne peuvent pas supporter le regard de l'autre. Pourtant, on peut pas dire que Monsieur X a une mauvaise estime de lui. Oui. Puisqu'au travail, il est super bon, il se sent vachement bien. Et en fait, toutes ces estimes de soi, je pense qu'elles se construisent en interaction par rapport à notre histoire. Par exemple, il a eu un environnement qu'on pourrait qualifier de défaillant au niveau de sa famille, et il a été beaucoup valorisé à travers l'école. Il était rapide, il était intelligent, il était performant, et donc il s'est nourri de ça. Et c'est là-dessus qu'il s'est reposé pour construire justement ces briques dont on a parlé. Mais son image, elle a été compliquée, elle n'a pas été valorisée, son corps et ses performances, par exemple athlétiques, n'ont jamais été mises en avant par sa famille, par ses parents ou par l'école. Il se retrouve aujourd'hui à 40 ans à pas savoir quoi faire de son corps, à pas s'assumer, à pas se regarder, à pas accepter le regard de l'autre. En fait, je pense que les briques, elles viennent de beaucoup de choses et que c'est quand même l'estime de soi, c'est un concept, c'est quelque chose qui est complexe, qui peut se retravailler et surtout qui n'est pas immuable. C'est pas parce que on est un enfant avec une faible estime de soi généralisée que on va être un adulte
avec des failles. Et moi, ça, par exemple, je n'y crois pas. Je pense que ça se construit au début, mais qu'on peut toujours la construire et qu'on peut la retravailler selon des croyances qu'on va développer en grandissant, en mûrissant. Tu saurais faire un lien avec l'anxiété? Si on reprend toujours notre métaphore de brique, des fois, justement, ce socle, cette base, elle n'est pas bien dure, elle n'a pas été bien construite. Et ça peut avoir un impact, à mon avis, sur une anxiété un peu plus importante. À l'inverse, quelqu'un qui aurait des bases bien solides a plus de chances de traverser ça avec une anxiété moindre. Alors, pas d'anxiété, mais moindre. Et encore une fois, je pense que l'environnement, il est primordial tout au long de la vie. Donc, même si on a des super bases, ça ne nous empêche pas d'arriver à un burn-out, à une anxiété. Et on reste humain, en fait. On reste malléable aussi. Merci, Chloé. Merci à toi. Merci à vous, surtout d'avoir regardé encore une fois cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez eu aussi de nouvelles réflexions quant à l'estime de soi, quant à l'anxiété. J'espère qu'on aura aussi un peu dédiabolisé ces questions d'anxiété. On se retrouve bientôt. Entre-temps, n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, laisser un commentaire et la partager avec vos proches. À très bientôt.